Bon, là, on va toucher à un sujet sensible. Vous m'en parlez souvent et je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et il me semblait assez important d'évoquer le sujet. Ô combien important, qui devient de plus en plus croissant à notre époque alors que, paradoxalement, on vit tous de plus en plus connectés. Et quoi de mieux pour introduire le sujet que de vous présenter ce passage emblématique de Travis Bickle dans le film Taxi Driver. Toute ma vie, j'étais suivi par la solitude, partout. Dans les bars, les voitures, sur les trottoirs, dans les magasins, partout. Il n'y a pas d'issue. Je suis abandonné de Dieu. Il y a des silences plus bruyants que n'importe quelle foule. Des nuits où l'on peut scroller sans fin, parler à des centaines de gens, et pourtant se sentir plus seul que jamais. La solitude, aujourd'hui, elle n'est plus vraiment une affaire de personnes recluses. Elle touche ceux qui sont connectés et qui sortent, ceux qui rient et qui partagent des moments avec d'autres. Mais pourquoi on la redoute tous ? Est-ce qu'il faut vraiment la craindre ? Il y a un truc étrange dans la réplique de Travis, une espèce de mélange de solitude assumée et de désespoir. Et ça m'a frappé parce que j'ai senti qu'elle exprimait une vérité qu'on refuse souvent de regarder en face. Ce mec ne se définit pas seulement comme un solitaire, il se considère comme l'élu, l'homme solitaire de Dieu, comme si la solitude était à la fois son fardeau et sa mission, quelque chose de sacré presque. Et pourquoi ça résonne aussi fort en nous ? Oui, on veut partager des choses, oui, on veut montrer au monde notre existence, oui, on veut aimer et sentir la présence de quelqu'un. Mais en même temps, il y a ce truc qui fait que la solitude ne nous jugera jamais pour ce qu'on est réellement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? On en a peur, mais elle attire un peu quand même. Comme si elle légitimait que l'enfer, c'était bien les autres. C'est la menace d'être oublié et de ne plus compter aux yeux du monde. Et en même temps, une promesse. Une promesse d'être enfin soi-même, sans avoir à faire semblant et à porter un masque. Ce foutu masque. Ce qui nous attire et qui nous fait peur, c'est vraiment ce face-à-face avec nous-mêmes. Comme énormément de gens, et sûrement vous qui m'écoutez, j'ai traversé une période où la solitude a exactement été ça pour moi. Un cauchemar et une bénédiction. Parfois les deux en même temps. Un jour, on est tous confrontés à ça. Un silence oppressant qui venait remplacer les conversations tardives et les rires partagés avec les potes. Au début, c'est insupportable. Vous avez cette sensation d'être comme coupé du monde. On a l'impression d'être abandonné à nous-mêmes. Mais peu à peu, quelque chose d'étonnant se produit. Dans ce vide, on commence à mieux entendre notre petite voix intérieure, celle qu'on étouffe sous les ambitions qui n'étaient pas vraiment les nôtres. La solitude, d'abord vécue comme une punition, elle devient progressivement un espace de liberté. Et j'ai découvert ce que j'aimais vraiment faire, ce que je pensais réellement et ce que je ressentais profondément. Aujourd'hui encore, je repense à cette première fois où j'ai pu expérimenter la solitude. En y repensant, je me suis toujours posé cette question. Être seul, est-ce que c'est vraiment une malédiction à éviter coûte que coûte ? Ou est-ce que c'est une étape indispensable pour grandir et devenir vraiment nous-mêmes ? Je vous propose aujourd'hui de voir ça ensemble. On va essayer de décortiquer un petit peu ce mal du 21e siècle. Et si on veut comprendre, il faut bien mettre en évidence les deux formes que peut prendre la solitude. Celle qui est choisie et bien sûr celle qui est subie. Commençons par celle qui nous tombe dessus sans prévenir, celle qui s'impose à nous, souvent brutalement. Ça, c'est la solitude après une rupture, ou tout simplement le rejet social qui te fait sentir déconnecté du monde, étranger même à tes proches. Et ça, c'est une solitude que tu peux pas vraiment éviter, parce qu'elle te prend par surprise et tu restes là face à ce vide que tu expérimentes malgré toi. Je connais bien cette sensation. Et en particulier du fait que je me sentais pas en adéquation avec mon entourage. Cette sensation où on est profondément seul, même quand on est entouré. Et là, je me suis retrouvé face à une solitude que je n'avais jamais demandée, à laquelle je n'étais pas préparé. Et à côté de cette solitude subie, il y a aussi l'autre, celle qu'on choisit. Et celle-là, elle est presque nécessaire pour nous. Et en tant qu'introverti, j'ai compris qu'elle m'était nécessaire. On la cherche activement comme un temps de pause indispensable pour se retrouver. Je sais que plus je vieillis et plus j'ai besoin de cette solitude indispensable. Parce que ma perception du monde est un petit peu plus problématique que quand j'étais jeune, et que le monde me paraît beaucoup plus chaotique qu'avant, que j'ai ce besoin viscéral de me couper du bruit du monde. On pourrait la voir comme une fuite, cette solitude-là.
Mais en vérité, je dirais que c'est plutôt un cocon dans lequel on peut explorer des territoires intérieurs, inaccessibles au quotidien. Je connais bien ces deux formes de solitude. Je sais combien elles sont différentes, mais aussi à quel point leurs frontières peuvent être floues. Il m'est arrivé de fuir la foule volontairement et de rechercher ce silence pour mieux écrire, pour mieux créer, pour mieux comprendre mes pensées, pour mieux rentrer dans cet état d'introspection qui m'est très cher maintenant. Et dans ces moments-là, la solitude est un partenaire précieux qui me permettait d'accéder à une forme de clarté, impossible à trouver ailleurs. Je dirais que cette solitude-là, j'ai appris à la dompter, comme si la première fois où je la découvrais, elle était subie pour moi, et avec le temps, j'ai réussi à la rendre malléable. J'ai réussi à la transformer en une solitude que j'avais besoin d'avoir. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger la souffrance qu'elle peut apporter, et là, je parle bien de la solitude subie. Peut-être que beaucoup ne se retrouveront pas dans mon discours. Peut-être que j'ai eu la chance de pouvoir la transformer en une solitude nécessaire pour moi, mais que beaucoup d'entre vous sont toujours en train de la combattre. Et je sais qu'à ce moment-là, elle est un miroir cruel qui renvoie à ses propres failles, à nos propres doutes, à cette peur viscérale d'être définitivement coupé des autres. Elle est si douloureuse, cette solitude, précisément parce qu'elle ne résulte pas d'un choix conscient, mais d'une situation imposée, d'une absence ressentie comme un vide insupportable. Mais comme j'ai pu le dire juste avant, elle peut se transformer. Vous avez le pouvoir de changer votre perception que vous avez de la solitude. Elle peut devenir avec le temps une occasion unique d'introspection. Lorsqu'on apprend à accepter cette solitude non désirée, lorsqu'on parvient à la regarder en face, sans fuir bien sûr, elle se transforme en une expérience de connaissance de soi incroyablement précieuse. On découvre alors qu'il est possible de tirer profit même d'un isolement subi, en apprenant à s'apprécier sans le regard extérieur pour nous valider. Mais je pense que même si la solitude devient nécessaire, eh bien, elle n'est pas toujours acquise à 100%, et peut très rapidement redevenir une solitude que l'on subit. Du coup, je dirais que ces deux solitudes ne sont pas figées. Elles communiquent et se croisent constamment. Mais bien évidemment, si je parle de ça, c'est qu'on a tous envie de trouver notre capacité à transformer ce qui, au départ, ressemble à une malédiction en une opportunité rare de grandir et d'apprendre à vivre avec soi-même. Alors, j'ai pas fait de disclaimer au début de la vidéo et je pense que c'est nécessaire d'en faire un. Et vu que maintenant j'ai un peu d'influence et que certaines personnes vont boire mes paroles comme quelque chose de sacré, je pense qu'il est nécessaire de rester nuancé. Je ne vous incite pas à rechercher la solitude coûte que coûte. J'essaie juste de vous présenter une perception différente et de pouvoir la voir comme quelque chose de bénéfique, sans pour autant tomber dans le cliché de l'ermite qui va s'isoler dans sa montagne. Même si je vous avoue, ça me démange un peu. Il faut bien comprendre ici que nous sommes des animaux sociaux et que nous avons besoin d'un minimum de contact avec nos pairs. Mais revenons au sujet. Je disais qu'il faut apprendre à ne plus voir la solitude comme une malédiction. Mais je me pose une question, quand on choisit la solitude, n'est-elle pas aussi un refuge ? Combien de fois certaines personnes ont choisi d'être seules, non seulement pour le plaisir de la tranquillité, mais aussi pour éviter l'effort d'être avec les autres et de répondre à leurs attentes. Et justement, j'aimerais parler de cette solitude qui devient parfois un moyen subtil de nous protéger du monde extérieur. À partir de quel moment elle devient une barrière qui nous coupe de l'expérience authentique des relations humaines ? Et là, je vais parler des gens qui souffrent d'anxiété sociale. Beaucoup de ces personnes préfèrent rester seules, non pas par goût sincère pour la solitude, mais parce que chaque interaction sociale devient une épreuve, une source d'angoisse insoutenable. Le jugement de l'autre devient un poids trop lourd à porter. Et l'idée même de devoir répondre à des attentes sociales implicites d'être entre guillemets performant dans nos relations, ça génère une anxiété paralysante. Alors on se retire, dans notre bulle, on évite le regard des autres, et on cherche la sécurité fragile d'une solitude que l'on croit protectrice. Mais je trouve que cette solitude-là, elle n'apporte vraiment aucun apaisement, parce qu'elle finit par étouffer, parce qu'au fond, on ne la choisit pas réellement, on fait que l'endurer. On est comme prisonnier d'une cage qu'on a construite autour de nous par peur d'être rejeté. Et je pense bien que ces personnes-là voudraient se libérer, trouver la clé et renouer avec les autres, mais l'anxiété prend toujours le dessus. Et là, on se retrouve dans ce paradoxe. On souffre d'être seul, tout en ayant terriblement peur de sortir de notre isolement. Au-delà des personnes anxieuses, la solitude, elle nous terrifie parce qu'elle nous oblige à affronter tout ce qu'on passe généralement notre temps à fuir. Vous voyez ces gens qui passent leur temps à être dehors, qui passent leur temps à vouloir être avec d'autres gens, incapables de rester seuls. Parce que ces personnes-là, elles ont peur d'elles-mêmes. Elles ont peur de se retrouver seules avec elles-mêmes. Seules avec leurs pensées et leurs regrets. Quand on est seul, vraiment seul, les questions qui surgissent ne sont jamais très douces. Elles frappent directement au cœur. Qui suis-je au fond ? Est-ce que mes choix me ressemblent ? Ou est-ce que je me suis perdu en route ? Est-ce que j'ai gaspillé mon temps ou suis-je en train de le vivre comme je l'entends vraiment ?
Toutes ces questions, quand on est seul, elles peuvent être terrifiantes, parce qu'elles ouvrent un gouffre sous nos pieds. Elles ouvrent ce vide existentiel qu'on passe habituellement notre vie à combler, tant bien que mal. Et ce vide existentiel, on le connaît tous plus ou moins. Parfois on arrive à le cacher derrière une vie bien remplie, plein de projets, plein d'interactions superficielles, mais dès qu'on se retrouve face à nous-mêmes, sans distraction, sans petit bruit extérieur, eh bien, cette angoisse sourde, elle refait surface. Quelque chose cloche, quelque chose manque. On n'est pas totalement en phase avec ce qu'on vit. Et c'est pas étonnant que les gens préfèrent fuir. Ils veulent s'anesthésier dans des soirées interminables ou dans des courses permanentes à la stimulation. Parce que finalement, tout est préférable à ce face-à-face glacial avec soi-même. Et en petit bonus, je dirais qu'il y a une autre raison psychologique qui explique notre peur viscérale de la solitude. C'est notre dépendance émotionnelle à l'amour, au regard de l'autre. Et comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, quand on est petit, on nous apprend que pour être aimé, il faut être aimable. Pour être accepté, il faut rentrer dans des cases, se conformer à ce qu'on attend de nous. Progressivement, sans même s'en rendre compte, on construit toute notre estime personnelle sur le regard extérieur, sur cette fameuse validation constante que nous renvoient les autres. On finit par croire qu'on n'existe vraiment que si on est reconnu, validé par le monde extérieur. Et du coup, la solitude, elle représente une menace directe à ce fragile équilibre. Parce que quand on est seul, eh bien, il n'y a plus de validation. Il n'y a plus personne qui est là pour nous rassurer, ou nous dire qu'on est important. Après, on se retrouve face à nos insécurités, à nos jugements, qui souvent sont beaucoup plus impitoyables que celui des autres. On se retrouve donc pris au piège dans une spirale infernale. On fuit la solitude pour éviter le manque de validation, mais cette fuite permanente, elle renforce notre dépendance à l'approbation extérieure. Plus on court après l'amour des autres, moins on arrive à s'aimer soi-même. Et moins on s'aime, plus la solitude devient insupportable. Et ce cycle, il est tellement dur à briser. Parce que ça implique de comprendre que la validation des autres, elle ne pourra jamais compenser le manque d'acceptation personnelle. Eh bien, c'est un peu bordélique tout ça, vous trouvez pas ? Ok, bon, il me semble que j'ai vaguement évoqué au début ce sentiment de solitude, même quand on est pleinement entouré. Et on pourrait dire que c'est une solitude existentielle. C'est un truc qui va bien au-delà du simple fait d'être seul dans une pièce. Et je pense, et ce n'est que mon humble avis, que c'est la pire de toutes les solitudes. Parce que cette solitude-là, on ne peut pas la combler. Parce qu'elle fait partie intégrante de notre condition humaine. Et attention parce que maintenant on va faire rentrer le philosophe qui a été autant aimé que détesté, notre bon vieux Schopenhauer, et qui parlait précisément de ça. Être un humain, pour lui, c'est être condamné à une sorte d'isolement fondamental. Peu importe le nombre de personnes avec qui on partage notre vie, peu importe l'intimité qu'on croit atteindre avec les autres, il restera toujours quelque chose de profondément inaccessible. Un espace intérieur où personne ne peut vraiment entrer. C'est ce vide existentiel qui fait que chacun est, au fond, seul face à ses choix, à ses souffrances. Personne ne peut vivre à notre place, ressentir exactement ce qu'on ressent et comprendre parfaitement toutes les nuances de notre expérience intime. Et pour Schopenhauer, comprendre ça, c'est aussi comprendre que la solitude n'est pas une anomalie ou une malédiction à éviter à tout prix, mais plus un état naturel auquel il faut apprendre à faire face, voire à embrasser pleinement. Et ça, c'est un peu dur à encaisser. Parce qu'on a tous envie de croire qu'on peut être parfaitement compris, qu'on peut partager intégralement ce qu'on vit avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, on se rend compte que malgré nos efforts, une barrière invisible subsiste toujours entre nous et les autres. Et prendre conscience de ça, c'est douloureux. Ça peut même donner lieu à un sentiment de désespoir. Si je suis vraiment seul, alors à quoi bon chercher à créer des liens ? Mais paradoxalement, le petit Schopenhauer, il voyait pas ça comme un truc entièrement négatif. C'était aussi un truc libérateur pour lui. Le fait de comprendre qu'on est irrémédiablement seul, ça permet de cesser d'attendre des autres qu'ils comblent tous nos vides et qu'ils guérissent toutes nos blessures. On va arrêter de projeter sur eux des attentes irréalistes qui finissent toujours par décevoir. On va commencer à s'appuyer sur soi-même, à puiser en nous-mêmes les ressources nécessaires pour affronter la vie. Ce qui fait que la solitude existentielle, elle se transforme en une forme de maturité. Un passage obligé vers une compréhension plus authentique de notre existence. Et forcément, vu qu'on a parlé de la perception du regard des autres, je suis obligé de parler de Sartre et de sa citation « L'enfer c'est les autres », provenant de sa pièce Huis clos. Quand Sartre dit ça, il veut dire que le regard des autres peut devenir une prison dont on n'arrive plus à s'échapper. Les autres, à travers leur jugement, leur manière de nous voir, façonnent en permanence notre identité.
Et on finit par exister non pas tel que nous sommes, mais tel que les autres nous perçoivent. On joue des rôles pour correspondre aux attentes implicites du monde extérieur. Et ça, c'est assez chiant, parce qu'on devient prisonnier de ce regard extérieur et on est incapable d'être pleinement nous-mêmes. Du coup, la solitude devient une possible échappatoire. Une solution un peu extrême pour se libérer du poids des autres. Parce que si les relations humaines sont une source constante de souffrance, alors peut-être que l'isolement volontaire est préférable à cette torture permanente du jugement d'autrui. Mais là encore, c'est pas si simple. Est-ce qu'une totale solitude, c'est vraiment la solution ? Et du coup, je pense qu'on peut revenir au disclaimer de tout à l'heure, en disant qu'il faut être nuancé et trouver un équilibre subtil. Bon, si on revient au début de la vidéo, j'ai pas choisi le monologue de Travis par pur hasard, parce que lui, il va représenter la forme obscure de la solitude, et toutes les conséquences qui en découlent. Dans le film Taxi Driver, Scorsese, il va nous présenter un truc assez désagréable. Il va nous présenter la solitude extrême, et il va nous montrer que celle-ci, elle empoisonne tout simplement l'âme. On a juste à regarder la manière dont Travis traverse les rues sombres et moites de New York. Quand il est dans son taxi comme une ombre, observant la vie à distance, derrière la vitre sale de son véhicule. Il est au milieu de millions de personnes, mais il est totalement coupé du monde. Comme s'il était enfermé derrière une barrière invisible imperméable à toute connexion humaine réelle. Et on en revient à cette solitude existentielle. Parce que là, Travis, il est vraiment entouré de plein de gens, mais il est quand même désespérément seul. Et cette déconnexion, ça va devenir une lente descente aux enfers pour lui. Il va être incapable de trouver un sens à sa vie. Il va être incapable de se raccrocher à une relation réelle et stable. Et même quand il fait l'effort de chercher quelqu'un, il est quand même rejeté. Ce qui fait que ça va accentuer son sentiment d'être invisible. D'être rejeté par la société qui est indifférente à sa souffrance intérieure. Et sans évoquer ce qui se passe dans le film, à force d'être seul, Travis il va vouloir se faire remarquer de la pire des manières. Et c'est là qu'on peut voir à quel point une extrême solitude peut devenir paradoxalement une quête désespérée de reconnaissance. Il veut crier au monde qu'il existe. Et c'est là que j'en viens au fait que le film il peut être dérangeant parce qu'on va avoir un peu d'empathie envers Travis. Malgré la spirale infernale dans laquelle il s'engage, on arrive un peu à le comprendre et peut-être même à l'aimer. Et pourquoi ça nous touche ? Tout simplement parce qu'on peut s'identifier à lui. Il nous montre le côté sombre qu'on pourrait avoir si on était confronté à une solitude extrême. On porte tous en nous cette même peur qu'il avait, l'impression que personne ne comprend réellement ce que nous traversons. C'est le moment d'évoquer la petite partie artistique. Et on va parler de la solitude dans le contexte de l'artiste. Parce que Travis, c'est un personnage de fiction, mais il y a des artistes bien réels qu'on pourrait citer et qui ont été confrontés à leur solitude, catalyseur de leur création. Bon, il y a plein de noms qui me viennent spontanément à l'esprit, mais on va commencer par celui qui représente à lui seul la figure légendaire d'une solitude tragique. Kafka. Que d'ailleurs j'avais évoqué dans la vidéo sur la lucidité, et que j'avais dit que j'en parlerais dans une autre vidéo. Tous ses écrits résonnent d'autant plus fortement qu'ils sont le reflet direct de sa propre expérience d'isolement existentiel. Kafka, il avait un père autoritaire, presque inaccessible émotionnellement. Il a vécu toute sa vie tiraillé entre un besoin profond d'écrire, d'exprimer ses angoisses et le sentiment constant de ne jamais être à la hauteur des attentes, notamment celles imposées par son père. Et dès son plus jeune âge, il se sent étranger à sa propre famille. Il est étranger au monde, étranger même à lui-même. Et ce sentiment d'isolement intérieur, cette incapacité à trouver sa place, plus tard ça deviendra l'axe central de son œuvre et de son existence entière. Kafka, il va être employé modèle dans une compagnie d'assurance. Il va passer ses journées enfermé dans la monotonie bureaucratique et il va effectuer un travail qui lui semble absurde, complètement vide de sens. Mais dans la nuit, dans le secret de sa chambre, il va trouver un échappatoire vers l'écriture. Et là, dans le silence, il va déverser ses peurs, toutes ses angoisses, tous ses questionnements, toute son intimité. Cette solitude volontaire, ce refuge nocturne, va lui permettre d'exprimer enfin tout ce qu'il ne pouvait dire dans la lumière du jour, tout ce qu'il cachait soigneusement derrière son masque social de bon employé, d'homme discret et poli. Mais le problème, c'est que Kafka, il était en perpétuelle lutte contre lui-même. Il était toujours convaincu que ses écrits n'étaient jamais assez bons, jamais assez vrais. C'était un perfectionniste maladif, et ça le poussait à détruire une grande partie de son travail. Lui, dans sa solitude, il avait cette petite voix intérieure qu'on a tous, et qui était implacable, qui lui murmurait constamment qu'il était un imposteur.
Et tout ça, ça l'a progressivement poussé à s'isoler davantage. Il était incapable d'entretenir durablement des relations sentimentales ou même amicales, sans sombrer dans l'anxiété ou la culpabilité. Kafka, il se retirait de plus en plus, comme s'il avait décidé de vivre exclusivement dans ce monde intérieur à la fois fascinant et terriblement terrifiant, qu'il avait lui-même créé. Il est mort assez jeune, à 40 ans, dans un sanatorium près de Vienne, victime de la tuberculose, presque totalement isolé du monde extérieur. Sa mort, elle était d'une certaine manière le reflet de sa vie, discrète et solitaire, éloigné du monde, qu'il n'avait jamais réussi à intégrer totalement. Il avait même laissé la consigne de brûler ses écrits après sa mort. Mais c'est grâce à un ami qui a refusé cette demande que tous ces textes ont pu être publiés à titre posthume. Et grâce à ça, on a pu connaître la Métamorphose que vous connaissez sûrement, ou le Procès et plein d'autres encore. Des œuvres qui représentaient le malaise existentiel et l'isolement intérieur. Et Kafka, c'est vraiment le meilleur exemple pour exprimer ce bordel qu'est la solitude. Choisie et nécessaire, elle lui permettait de créer des choses incroyables, et en même temps, ça le rongeait profondément. Ça le détruisait petit à petit. Il était libre dans une prison. Mais si on doit évoquer un autre gars, je dirais Munch avec la peinture Le Cri, que vous avez probablement tous déjà vu. Lui, c'est dans la peinture qui va exprimer la solitude existentielle. Et petite mention spéciale pour Hopper, dont j'adore les peintures, qui vont toujours représenter des personnages perdus dans leurs pensées, souvent seuls, isolés du monde. Et vous allez me dire, pourquoi tant d'artistes semblent-ils rechercher cette solitude, voire même la provoquer volontairement ? Tout simplement parce que, loin du bruit du monde, loin des attentes des autres, loin de ce regard qui juge et qui impose ses codes, ils peuvent enfin atteindre une forme de liberté totale. Une liberté nécessaire pour créer, pour inventer un langage personnel, libéré de toutes ces contraintes sociales. Parce que, pour que l'art existe, il faut parfois qu'il s'affranchisse des limites imposées par les attentes du public ou de l'industrie culturelle. La solitude, c'est comme un laboratoire où tout devient possible. Il n'y a plus de règles. On peut s'abandonner à la créativité. Lui, c'est Syd Barrett, de l'incroyable groupe Pink Floyd. Et pourquoi je vous parle de lui précisément ? Juste parce qu'il illustre parfaitement le danger que peut représenter une solitude créative. Il s'est complètement déconnecté de la réalité et il a sombré dans la solitude si profondément qu'elle a fini par détruire son génie créatif. On pourrait même appeler ça une forme d'autodestruction artistique. Parce que l'art, même s'il a besoin de solitude, il a besoin quand même de s'ancrer dans une forme de dialogue avec le monde réel. Et voilà, on se retrouve encore avec le même paradoxe. Et oui, je pense qu'il faut le rabâcher, la nuance, c'est important. Bon, maintenant on va toucher au point qui nous concerne tous à notre époque digitale, la solitude à l'ère numérique. Et qui est pour moi la plus grande ironie de notre époque. On n'a jamais été aussi connecté qu'aujourd'hui, jamais aussi disponible. Et pourtant, on n'a jamais autant ressenti cette solitude qui nous prend aux tripes. Comme si, au lieu de combler notre solitude, les réseaux sociaux n'avaient fait que les amplifier, en les rendant beaucoup plus visibles, du fait qu'on se compare en permanence les uns les autres. En fait, je crois que ce paradoxe, ça vient justement du fait que les réseaux sociaux ne répondent pas à notre besoin réel de connexion humaine, parce qu'ils nous offrent simplement une version idéalisée et superficielle des relations. On met des likes, on reçoit des likes, on fait défiler des photos de gens qui mènent des vies parfaites, mais ça reste toujours très distant. C'est comme quand on écrit un emoji qui pleure de rire juste pour réagir à une blague d'un pote alors qu'en fait c'était pas si drôle que ça. C'est ce sentiment-là que je décris, cette forme d'illusion. On joue tous un rôle pour l'approbation virtuelle des autres. Et du coup je pense que c'est justement ce manque d'authenticité qui crée cette solitude virtuelle. Sincèrement, on a tous passé une soirée avant d'aller se coucher sur TikTok ou Instagram à scroller, et en vrai, on se sent pas vraiment moins seul après avoir refermé son téléphone. Moi je ressens plutôt l'inverse, une espèce de mélancolie. Comme si ces heures passées à regarder défiler la vie des autres ne faisaient que souligner tout ce qui manque à la mienne. Et si je peux vous donner un conseil, remplacez TikTok par des livres. Vous me remercierez plus tard. En fait, la vérité c'est que les réseaux ça remplace pas du tout les échanges réels. Un message envoyé à 3h du mat ou une réaction sous une story, c'est pas vraiment une conversation, c'est même pas une vraie présence. C'est un truc superficiel qui crée l'illusion d'un lien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à force de faire que des interactions superficielles, on en perd la capacité à créer des vrais liens avec les autres. On oublie comment se parler vraiment, comment se montrer vulnérable. Et puis, si on veut aller plus loin, ce truc de solitude moderne, ça s'arrête pas simplement à une impression d'isolement, ça devient souvent un truc compulsif, un truc addictif. Tu te surprends à ouvrir ton téléphone sans même y penser.
ce réflexe mécanique quand on a un petit moment de pause, un petit moment de silence. Tu fais tes courses, t'es à la caisse, t'as la flemme de regarder dans le vide, alors tu utilises ton téléphone en attendant. T'es dans une salle d'attente, c'est pareil, t'ouvres ton téléphone parce que t'as rien à faire. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est quand je suis avec des potes, quand on est en groupe, et puis j'ai un petit moment de lucidité, je lève la tête et je les vois tous scotchés à leur téléphone et ça fait super peur. J'ai l'impression qu'on n'est même pas réel, qu'on est des machines. Et à ce moment-là, quand je vois ça, on est tous proches physiquement, tous côte à côte, mais finalement tous éloignés les uns des autres. Après, il y a plein de vidéos qui traitent de ce sujet, je vais pas en faire une énième au niveau de la dopamine que peut procurer les addictions numériques. Ce que je voulais montrer, c'est cette solitude que peut engendrer ces trucs-là. Et c'est exactement le même mécanisme de fuite quand on veut pas se retrouver tout seul. Seul avec nos pensées. Mais du coup, c'est une solitude qui a un double malus. On est véritablement seul parce qu'on est entouré de relations numériques superficielles, et en même temps, on n'est pas vraiment seul parce qu'on peut pas se retrouver pleinement avec nous-mêmes. On peut pas se confronter à nos pensées. Ce petit monologue interne qu'on a tous et qui nous permet de grandir. Et en plus, on s'isole encore plus parce qu'on n'arrive plus à prendre l'habitude de recréer des liens authentiques. C'est vraiment absurde. Moins on a de vrais liens, plus on se sent seul. Et plus on se sent seul, plus on retourne vers nos écrans pour combler artificiellement ce manque affectif. Mais le vide, il s'accentue toujours. On a beau avoir des centaines ou des milliers d'amis virtuels, au fond, on reste désespérément isolé. Et là, je vous dis pas de balancer votre téléphone, mais par pitié, remplacez vos heures à scroller la nuit par un bouquin ou quelque chose qui n'est pas un écran. Et si, en faisant ça, vous vous sentez seul, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'apprivoiser sa solitude. Oui, je sais, c'est pas facile, c'est comme une nouvelle épreuve, c'est comme quand on essaie d'apprendre une nouvelle langue. Faut pratiquer, faut consciemment accepter les difficultés du début pour découvrir les bénéfices à plus long terme. Et comme une nouvelle habitude, faut pas faire des changements drastiques, sinon ça marche pas. Faut faire des petits gestes petit à petit. Bon, je vais peut-être vous paraître bizarre en disant ça, mais moi je sais que je m'imposais des moments où je faisais rien, où j'étais seul, mais je n'avais aucune distraction. Et du coup, naturellement, je me suis penché sur la méditation et la respiration. Et ça m'a entraîné vers d'autres compréhensions, d'autres niveaux de conscience, des petits trucs qui m'ont permis de m'élever un peu plus chaque jour. Et quand je vous parle de méditation, de respiration, c'est pas une autre forme de distraction, parce que justement, j'ai expérimenté toutes les pensées que j'avais, autant positives que négatives, parce que tout remontait à la surface. Vraiment, au début, c'était ultra inconfortable. Mais une fois qu'on expérimente et qu'on commence à avoir l'habitude, limite, ça devient plaisant. Et c'est là qu'on peut apercevoir le potentiel illimité que peut avoir la solitude. Je parle de méditation, mais je vous ai pas mentionné le fait d'écrire. L'écriture, c'était quelque chose d'incroyable. Je vous encourage aussi à écrire si vous pouvez, à écrire vos pensées, à écrire ce que vous ressentez, à vraiment mettre sur une feuille ce qui vous vient à l'esprit. Et je suis complètement persuadé que cette activité-là peut être vraiment thérapeutique. En tout cas, de mon point de vue personnel, ça m'a grandement aidé. L'écriture, ça a permis de structurer ma solitude, d'en faire quelque chose de créatif plutôt que de subir passivement mes propres angoisses. Et encore un petit bonus, si je peux vous conseiller, c'est d'aller marcher, seul, dans la nature. C'est là où tout le flux de pensée circule, sans pression, vraiment sans contrainte. C'est étonnant comme la simple action de marcher, ça permet de débloquer certaines pensées. Ou juste de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre. Donc vraiment pour moi, ça c'est les 3 habitudes qui m'ont permis vraiment de m'élever et d'apprivoiser ma solitude. Après il y a un bonus pour les joueurs qui sont niveau expert, c'est de voyager seul. Mais ça serait pas légitime de ma part de vous en parler, puisque je n'ai pas encore fait l'expérience. En tout cas, l'expérience de voyager seul dans un pays étranger. Mais là, je peux peut-être vous teaser la direction que pourra prendre la chaîne, c'est de vous présenter des réflexions introspectives de mes futurs voyages. J'aimerais vous inviter, à travers ce podcast, à changer définitivement votre regard sur la solitude. À ne plus la considérer comme une menace à fuir. Ce n'est pas un gouffre qu'il faut totalement éviter. Prenez-le comme une compétence à acquérir qui vous amènera à de nouvelles perceptions du monde. De toute façon, vous êtes sur un gros caillou qui flotte dans le vide. Et vous êtes là pour expérimenter. Alors essayez de vous confronter à vous-même et embrassez la solitude. Ne redoutez plus le silence. Ne fuyez plus ce moment de vérité où vous vous retrouvez face à vous-même. Parce que justement, c'est là, dans cette solitude, que vous pourrez découvrir cette source d'authenticité que personne ne pourra jamais vous retirer. C'est là que vous trouverez peut-être, paradoxalement, la plus grande liberté qui soit. La liberté d'être vous-même, sans chercher à correspondre à aucune attente. Et au final, cette solitude assumée, elle pourrait bien être la plus belle rencontre de votre vie, celle avec vous-même.